culturel à décrire, comprendre et prévoir le monde à partir des données. Il est activement impliqué dans les projets de développement de connaissances publiques par la valorisation individuelle et ou collective des données de partenaires culturels ainsi que des projets de recherche partenariale. Et il supervise également le développement d'outils de gestion et d'analyse de données et participe au développement de formations à l'attention des acteurs du secteur des arts et de la culture. Et il s'intéresse particulièrement aux enjeux de gouvernance et de gestion de données. Sans plus attendre, je te laisse la place, Viet. Tu peux commencer ta présentation. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être là, quel que soit votre fuseau horaire. Donc, bon après-midi ou bon début de soirée. Donc, comme l'a mentionné Philippe, je pense que c'est toi. Donc, je vais vous entretenir un petit temps sur la déployabilité des œuvres et l'accessibilité des lieux et illustrer avec deux exemples qui sont vraiment grâce à des projets que nous faisons avec le milieu culturel. Donc, l'idée, la feuille de route là pour la petite session, c'est juste de présenter rapidement Synapse C, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, d'amener ensuite le sujet d'équité, diversité, inclusion et un petit peu comment la notion d'accessibilité, en fait, ça se ramène à ces trois éléments-là. Ensuite, on le verra un petit peu plus dans le contexte spécifique des arts de la culture. Enfin, donc les fameux deux exemples au cas d'usage et des perspectives, donc des réflexions par rapport à ces travaux. Donc, rapidement, Synapse C, nous sommes un OBNL dont la mission est d'aider le milieu culturel à décrire, comprendre et prévoir le monde, en particulier les publics à partir des données. On a plusieurs axes de développement, donc beaucoup la mutualisation et l'exploitation des données, d'où pourquoi le nom Synapse C. On n'est pas en neurobiologie, mais l'idée, c'est comment croiser les données pour croiser les intelligences, les perspectives, et un petit côté 1 + 1 = 3. Il y a également beaucoup de notions de transfert de connaissances tacites, donc également supportées, complémentées avec les données, mais également avec les humains. Beaucoup d'accompagnement de formation et enfin, ce qu'on appelle la recherche partenariale. Nous sommes vraiment à la croisée des travaux avec le milieu académique, les institutions, le milieu culturel, que ce soit les entreprises lucratives, les sociétés d'État ou ce qu'on appelle plus les industries créatives qui sont peut-être plus privées. Si nous allons droit dans le sujet, le DI ou le DI carré, donc c'est plusieurs notions, j'ai ici résumé rapidement ces notions-là, et juste pour qu'on ait une compréhension commune, donc l'équité réfère à tout ce qui est un sentiment ou une perception de justice par rapport à une situation donnée. Ça désigne souvent une démarche pour corriger des désavantages existants entre plusieurs groupes ou sous-groupes. La diversité, ce serait plus la notion de faire référence à un groupe d'individus avec des caractéristiques différentes à définir, qui peuvent être très multiples, que ce soit l'identité, l'origine géographique, culturelle, l'âge, etc. L'inclusion, c'est comment mettre en place des actions pour créer un environnement qui est respectueux de cette diversité-là justement et pour intégrer tous les membres de, de la communauté au singulier ou des communautés au pluriel, les accompagner dans une offre de mesures de soutien pour favoriser, encore une fois, une notion de bien-être, de sécurité et d'accomplissement. Parfois, on retrouve dans l'acronyme ADI un deuxième I, là, donc de la littérature, puisque c'est un domaine très fertile et en ébullition. Il y a soit des notions, ça se traduit peut-être un petit peu mal en français, mais indigénéité ou d'intersectionnalité. Donc, c'est encore une autre dimension qui est peut-être un petit peu transverse et dans lequel il est intéressant donc de s'intéresser. Rapidement, donc juste pour vous mentionner quelques actions qu'on a faites à notre niveau, très humblement là. Nous, encore une fois, nous sommes une capacité d'analyse au service du ministère des Arts et de la Culture, et notamment dans une ère avec les mouvements Black Lives Matter et autres, il y avait une notion un petit peu de mettre en place de plus en plus de meilleures actions, de créer de meilleurs environnements en termes d'équité, diversité, inclusion, mais comment faire lorsque l'on ne sait pas forcément d'où on part, où est-ce qu'on part de très loin, quelles sont les actions à prioriser, etc. Et souvent, les données peuvent être des moyens un peu plus objectifs et moins subjectifs
donc de qualifier des situations, mais c'est des données évidemment très sensibles. Et donc on a vu publier, tout ça pour dire en 2022, déjà l'année dernière, sans prétention, un guide pour avoir un petit peu une démarche de comment on peut collecter des données et les interpréter surtout, puisque c'est souvent avec des notions que ça ne doit pas être obligatoire à remplir, et pour pouvoir aussi, encore une fois, avoir des vocabulaires communs, différentes typologies, pour, encore une fois, établir des références qui permettent ensuite d'établir donc des plans d'action et mettre en place des actions et autres. Dans nos activités, donc on produit, comme je le mentionnais, on a beaucoup une capacité d'analyse. L'idée, donc, c'est de valoriser les actifs de données en information utile pour supporter des prises de décision ou encore une fois mettre en place des actions. L'utilisation de la donnée est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et notamment, on travaille aussi beaucoup sur comment avoir donc des rapports et des analyses accessibles. Le métier d'analyste de données, c'est d'interpréter, donner du sens à de la donnée, mais également il y a des notions un petit peu plus visuelles de comment rendre ça de manière avec un souci d'accessibilité et d'inclusion, donc notamment avec des palettes, des contrastes, pour évidemment toutes sortes donc de potentiels de population ou de handicap visuel. Ça va aussi bien jusqu'au choix des chartes de couleurs, on est ici un peu dans la visualisation de données, mais également sur les polices d'écriture, etc., pour qu'encore une fois, donc l'accès à l'information soit aussi équitable et qui puisse être fait donc, de la meilleure des manières possibles. Également, il y a aussi des notions, comment on peut avoir des descriptions alternatives, des ordres de lecture, des navigations dans différents systèmes technologiques ou moins technologiques. Là, je n'irai pas trop dans le détail, là, mais pour ça, il y a des normes, des standards qui existent. Nous-mêmes, on les découvre, hein, on ne prétend pas tout savoir, mais notamment faites par le W3C. Enfin, donc j'en viens à cette fameuse notion d'accessibilité. Encore une fois, c'est un mot qui est, je pense, dans le vocabulaire courant, commun, quotidien, là. Mais souvent, ce sont des actions et des mesures qui sont justement dans le coffre à outils pour pouvoir, encore une fois, avancer, progresser dans les notions d'équité, diversité, inclusion, et éventuellement le deuxième I. Par contre, après, il y a plusieurs interprétations possibles, tellement c'est un mot courant. Est-ce qu'on parle d'accessibilité? Souvent, on pense à l'accessibilité physique. Il y a aussi l'accessibilité donc socio-économique, temporelle, dans le sens que est-ce que tout est disponible en tout temps ou pas. Bien sûr, on parle d'accessibilité numérique et évidemment, je n'ai pas la prétention que la liste soit exhaustive ici. Il y en a vraiment plusieurs et justement, ces multiples définitions appellent des compréhensions, des interprétations différentes possibles. D'où également en fait, un défi, un enjeu de bien se comprendre de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut faire. Et également donc, pour pouvoir bien être aussi transparent lorsqu'on a des prétentions justement d'accessibilité. Évidemment, dans un monde idéal, on aimerait avoir toutes les mesures d'accessibilité pour tous les types et les groupes que l'on veut possibles et imaginables. Mais évidemment, c'est souvent dans des contextes de priorisation et de ressources. Et l'idée, c'est un petit peu aussi de bien être réaliste de la situation de mon part et justement se donner des petits pas pour savoir où on veut s'en aller. Dans le contexte particulier des arts et de la culture, donc vraiment, donc, il y a une notion d'œuvres culturelles qu'on peut voir comme des contenus qui sont justement diffusés pour une certaine rencontre avec des publics au pluriel. Je n'irai pas dans la question philosophique, est-ce qu'une œuvre qui est vue par personne est une, il y a vraiment une relation, une interaction finalement entre donc, la création et leur audience. Les enjeux forts en art et en culture sont de nature identitaire. On parle souvent aussi de vouloir faire paraître le rayonnement local, faire valoir la créativité locale, voire nationale ou à différentes échelles. On parle aussi souvent d'inclusivité donc des publics. Par exemple, si on pense à l'accessibilité socio-économique, là, peut-être qu'il y a certaines pratiques artistiques qui sont plus dispendieuses que d'autres, mais l'idée, c'est un petit peu d'être justement dans cette démocratisation-là le plus possible et qu'il n'y ait pas creuser entre guillemets de fractures ou de fossés. En termes de sujets plus particuliers, donc encore une fois, la découvrabilité, notamment numérique, ça se réfère vraiment à la notion de disponibilité en ligne et à la capacité de repérer parmi un vaste ensemble par quelqu'un qui n'en faisait pas la recherche. Donc l'idée, c'est que par exemple, si pour un livre, vous cherchez déjà l'auteur et autres, ce n'est pas une vraie découverte. Vous saviez déjà un petit peu ce que vous recherchiez et l'idée, c'est plus de tomber un petit peu par hasard, là, la sérendipité, sur quelque chose dont a priori, on ne savait même pas l'existence et qu'on découvre littéralement.
Et évidemment, l'autre sujet, c'est un petit peu la diversité des expressions culturelles, qui est finalement un petit peu le pendant de l'enjeu identitaire. Notamment au Québec, bien sûr, on peut parler de la francophonie minoritaire ou des communautés linguistiques en situation minoritaire, par exemple les francophones dans le reste du Canada. Il faut également parler de francophonie au pluriel, là. La francophonie de France ou du Québec ou de l'Afrique n'est pas la même. Et également, bien sûr, donc il y a toute la question, entre guillemets, autochtone qu'on pourrait inclure. L'idée vraiment, c'est un petit peu aussi d'avoir justement cette pluralité des expressions qui peuvent exister et coexister. Le petit schéma qui vient d'apparaître, c'est un petit peu souvent ce qu'on appelle les leviers de la découvrabilité. Donc, ça passe par plusieurs éléments, là, des fois qui s'adressent un petit peu plus en termes donc, informatiques, donc avec des notions de référencement, de SEO, de référencement, et notamment beaucoup aussi de notions de données ouvertes, comment par des graphes de connaissances, on peut lier des données à des données, ce qui crée justement des liens qu'on ne pourrait pas faire facilement et qui permettent justement cette découvrabilité. Il y a également des notions peut-être plus axées, tournées vers l'humain de promotion et de marketing numérique. Mais et si je fais juste pour bien positionner la découvrabilité par rapport aux données ouvertes, il y a énormément d'enjeux qui se recoupent. Souvent, découvrabilité, on parle de dimensions qui la composent. Donc, il y a une notion, pour être découvrable, il faut d'abord être présent. Entre guillemets, il faut exister, notamment dans la découvrabilité numérique. Ensuite, ce n'est pas que l'on est présent, que l'on est visible. Par exemple, on comprend bien, par exemple, si on regarde des moteurs de recherche, que si on est sur la 10e page, on n'a pas la même visibilité lorsque on est là sur la première page de recherche et de résultats. Et également, si on est dans les 2-3 premiers liens, c'est bien mieux qu'être en bas de la première page. Également, il y a une notion de recommandation. Là, on voit aussi un peu tout ce qu'on appelle l'intermédiation algorithmique, les recommandations, les suggestions, est-ce que c'est des boîtes noires, etc. Encore une fois, pour illustrer, donc, en termes de diversité des expressions culturelles, si des artistes de n'importe laquelle des provinces canadiennes, par exemple, ne sont pas forcément recommandés dans les listes nationales ou internationales et où il est difficile de savoir comment fonctionnent les algorithmes, par exemple, pour, mettons, s'il y avait comme en Europe, par exemple, des quotas pour assurer donc des écoutes minimales locales versus juste dans un contexte mondialisé. Et également dans la consommation ensuite, parce qu'une fois que c'est présent, visible, recommandé, est-ce qu'il y a vraiment donc une consommation du contenu culturel? On peut décomposer ça sur même plein de sous-indicateurs que serait la consultation, la transaction, par exemple s'il y a un achat d'un livre, des choses comme ça. C'est pas qu'on l'a découvert numériquement que ça s'est traduit encore une fois par le fait qu'il ait été acheté et encore moins lu et voir qu'on ait émis un avis et une recommandation par la suite. Et donc ça, c'est vraiment toutes les dimensions de la découvrabilité. Bien sûr, il existe énormément donc, de façons de conceptualiser les idées ouvertes et on s'entend que le sommet canadien est un très bon lieu de débat également, donc de visibilité et d'évolution de la pensée par rapport à ça. Mais si on revient aux classiques que sont les principes FAIR, bon, ça a été traduit en français aussi là, donc c'est la notion d'être facile à trouver, findable, accessible, interopérable, interoperable et réutilisable, reusable. On voit quand même qu'il y a énormément d'enjeux qui, entre guillemets, se recoupent. Encore une fois, pour être présent, il faut que ce soit facile à trouver, accessible. Pour être visible, ça requiert un petit peu de l'interopérabilité entre les systèmes. Et pour être recommandé, il y a une forme de réutilisation de la donnée produite par un système qui se retrouve dans un autre système pour pouvoir, encore une fois, donc avoir cette notion un petit peu de propagation, viralité qui permet une recommandation et une consommation. Si on revient à des termes un petit peu plus de contenu et un parallèle un petit peu plus informatique, finalement, localiser une œuvre ou un contenu, c'est un petit peu comme localiser une ressource de connaissances. Finalement, si on revient aux notions d'accessibilité, l'accessibilité numérique précède un petit peu toutes les autres formes d'accessibilité. En fait, l'information elle-même d'accessibilité doit être accessible. C'est un petit peu donc une mise en abîme, mais on a besoin que l'information se rende pour pouvoir ensuite comprendre les attributs plus spécifiques des autres notions d'accessibilité. Et comme je le soulignais tantôt, il est intéressant peut-être d'avoir un vocabulaire commun
pour avoir une même compréhension de ce qu'on entend par accessibilité. Est-ce que c'est la physique, socio-économique, etc. Et bien sûr, là-dedans, il y a énormément de dimensions, sous-dimensions. Ici, je vais passer dans un des exemples. Le premier exemple, c'est fait avec le gouvernement du Québec, pour ne pas dire le ministère de la Culture. Mais l'idée, c'est de s'entendre sur un référentiel de données descriptives pour les arts de la scène, l'art vivant. L'idée, c'est vraiment donc que les données donc sont produites par de multiples acteurs, entre le producteur, la salle, des agrégateurs, parfois même des deux acteurs en tourisme et des festivals autres. Et l'idée, c'est qu'il y a énormément de saisies de données, etc., qui pourraient peut-être ne pas être nécessaires. Et également, donc, on veut vraiment favoriser une circulation descriptive, encore une fois, plus le système, entre guillemets, est fluide, plus la même information et de même qualité se rend, entre guillemets, à différents espaces numériques. On peut voir l'espace numérique comme un seul, entre guillemets, lieu. En fait, ce sont plusieurs lieux et sous-espaces, entre guillemets, qui ne se parlent pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la circulation, et notamment dans le contexte du spectacle, l'information peut changer très vite. Notamment, on l'a vu pendant la pandémie, est-ce que le spectacle est encore là? Est-ce qu'il y a un report, une annulation? Les horaires peuvent changer. Vraiment, donc l'idée, c'est d'avoir des gains de qualité de données. Donc par qualité de données, on entend donc pas la donnée actuelle, véritable. S'il y a des sources, par exemple des agrégateurs qui ont moissonné les données d'ailleurs, mais qu'ils n'ont pas mis à jour, laquelle fait autorité, ce qu'il faut réconcilier. Donc, il y a énormément de notions dans cette qualité de données-là. Il y a bien sûr la notion de vélocité, en particulier en art de la scène, contrairement peut-être un peu plus comme le cinéma, les festivals, mais contrairement aux livres, autres, c'est pas des objets. Donc, il y a une fenêtre, c'est éphémère par essence. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que l'information se rende au bon moment au public potentiel. Il y a énormément donc, de gains d'opportunités d'automatisation et tout simplement d'apporter une lisibilité pour les publics, encore une fois. Dans le schéma à gauche, donc, c'est le modèle justement de connaissance du Library of Congress, c'est le modèle IFLA, donc il y a vraiment une notion un petit peu de quel objet on parle lorsqu'on parle de contenu. Parce qu'il y a une notion de qu'on est l'œuvre, l'expression, la manifestation, puis l'item, l'objet. Juste pour illustrer encore une fois, donc Roméo et Juliette peut-être à la base est l'œuvre de William Shakespeare. Une des expressions, ça peut être la version d'une pièce de théâtre versus un livre, versus un film, c'est différentes expressions de l'œuvre. Ensuite, la manifestation, encore une fois, si je prends la pièce de théâtre, c'est peut-être faite par tel metteur en scène dans telle ville, à tel jour et telle heure. Et l'item, à la limite, ce serait, je ne sais pas moi, donc l'affiche tirée du spectacle. Donc on voit qu'il y a différents niveaux d'objets sur lesquels on veut décrire. Et l'idée, c'est d'avoir le bon niveau. Au Québec, donc il y a justement tout un comité de travail en art de la scène pour pouvoir justement désambiguer tout ça et pour que justement chaque acteur qui contribue à créer des données descriptives le fasse au bon moment, de la bonne façon et évidemment de façon interopérable, encore une fois pour ne pas se nuire mais plutôt bonifier les efforts. Donc il y a une notion d'être entre guillemets plus intelligent, plus fluide dans le système. Et notamment pour revenir sur le sujet du jour, donc l'accessibilité. Donc ici, donc la représentation qui est donc l'objet principal. Il y a des notions de lieu et de salle, et c'est un sujet qui semble simple comme ça, mais qui n'est pas si facile. Donc, c'est une entité donc, du modèle conceptuel, mais tout de suite, par exemple, lorsqu'on parle d'un lieu, on peut penser donc, encore une fois à une salle de spectacle, etc. Mais maintenant, il y a des modalités de spectacle un petit peu hybrides. Comment on gère un lieu virtuel? Est-ce que c'est plus une modalité de diffusion, etc. En plus, si on voudrait encore une fois apporter une visibilité, l'idée de décrire le lieu, c'est pas juste l'adresse. Et encore une fois, l'adresse, bon, on peut la décrire par des latitudes, longitudes de manière, on va dire, machine. Comme ça peut être utilisé dans plusieurs langues. Mais il y a énormément de lieux plus institutionnalisés. Des fois, un spectacle peut être plus, mettons, dans un bar, un sous-sol d'église, des lieux extérieurs. Des lieux un petit peu aussi cachés, plus spontanés. Il y a toutes sortes de choses, des amphithéâtres d'université, etc. Et comment un petit peu avoir une typologie qui est plus simple, qui apporte plus de lisibilité, qui permet encore une fois une recherche facile et encore une fois pour que les publics potentiels en fait, accèdent rapidement à l'information. Puisque l'idée ensuite, en termes d'accessibilité, c'est de pouvoir un petit peu qualifier les propriétés de ce lieu-là.
Donc l'idée, c'est que une fois qu'une typologie des lieux potentiels peut exister, il y a des typologies semi-internationales qui existent, par exemple dans une des propriétés de Wikidata, mais c'est loin d'être, des fois c'est un petit peu culturel. Il y a des lieux, par exemple, qui sont très, donc, par exemple, propres, par exemple, à la culture allemande ou européenne qui n'existe pas en Amérique du Nord, des choses comme ça. Et l'idée, c'est comment un petit peu on peut réutiliser des typologies, des travaux existants, des représentations de connaissances pour pouvoir mieux les utiliser dans le référentiel. Également, un des critères, ce serait d'avoir des propriétés cumulatives. Si on parle donc d'accessibilité des lieux, mais c'est pas la même chose que d'avoir une rampe d'accès, qu'un stationnement accessible, une signalisation propre, des couloirs larges ou des sièges, mais tout un petit peu plus larges pour les personnes qui seraient un petit peu avec de plus haut, des poids un peu plus grands, etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on pourrait vouloir représenter, encore une fois, même de l'accessibilité physique. Également, une autre façon de faire, ce serait plus aussi également ne pas créer donc des typologies que seuls ceux qui l'ont créé la comprennent, mais qui conviennent bien aux utilisateurs. Comment les utilisateurs ou les sous-groupes potentiels se reconnaissent, se définissent, ils ont des habitudes, comment un petit peu trouver le compromis au lieu de tout ça. Et également, donc, est-ce que ça peut être compatible avec d'autres domaines? Encore une fois, donc, la culture investit certains lieux préexistants qui n'avaient peut-être pas cette vocation ou cette vocation unique pour la culture, mais comment on peut un petit peu se comprendre entre plusieurs domaines, d'où encore on retrouve un petit peu ces notions donc, de parler le même langage et d'interopérabilité, donc sémantique. Donc ici, encore une fois, donc dans cet exemple-là, on voit vraiment que l'accessibilité numérique, donc de la donnée sur les autres notions d'accessibilité, précède l'accessibilité physique, qui elle-même précède les autres dans ce projet. Je ne vais pas forcément vous partager des résultats, parce que c'est encore donc une démarche, une approche finalement exploratoire, mais finalement aussi très riche et très intéressante, dont la profondeur de réflexion nous surprend en fait, et c'est pourquoi j'ai le plaisir de partager au nom donc, des collègues. Il y a plusieurs approches qui peuvent être explorées pour trouver cette fameuse justement typologie d'accessibilité des lieux. Est-ce que justement, donc, il y a plusieurs visions possibles? Est-ce que donc les propriétés des lieux peuvent être des visions très réglementaires, normatives, de certification? Est-ce qu'il y a des groupes de la société civile, par exemple, pour certains, justement, qui représentent déjà donc des sous-groupes avec donc des handicaps physiques qui devraient être partie prenante de la conversation? Est-ce qu'on peut le voir aussi et reprendre des vocabulaires qui existent dans d'autres domaines des secteurs, que ce soit la santé publique, les langages peut-être plus institutionnels? Dans l'audiovisuel, il y a des choses qui existent aussi. L'audiovisuel, ça peut être intéressant pour la culture si, par exemple, on a un concert avec des écrans ou au niveau donc, des luminosités, etc. Dans le domaine des communications, c'est aussi comment communiquer, traduire l'information. Le domaine de la mobilité aussi réfléchit énormément justement à augmenter les mobilités ou à accommoder toutes les mobilités pour tous les types de populations. On peut aussi penser au domaine de l'aménagement ou comme je le mentionnais au niveau du bâtiment. Est-ce que dans le code du bâtiment, et encore une fois, donc la beauté du Canada, c'est qu'il y a 3 échelles entre le municipal, provincial au pluriel et fédéral. Il y a peut-être plein de choses à réutiliser, encore une fois, pour être compatible, pour ne pas réinventer la roue, pour réutiliser des choses et encore une fois, donc l'adresser aux publics qui sont, oui, des publics de la culture, mais avant tout, donc, des citoyens euh, et des personnes. Une autre façon qui est explorée aussi ou qu'on voudrait réconcilier, c'est aussi par type de, entre guillemets, déficience ou de handicap qui sont adressés. Encore une fois, il n'y a pas, mettons qu'une notion de certification, mais peut-être que ça certifie ou ça adresse un ensemble, euh, un sous-groupe particulier, un ensemble de handicaps, mais il y a plusieurs ensembles et de combinaisons possibles. Et encore une fois, donc, est-ce qu'il y a une notion d'inclure les utilisateurs, les sous-groupes, pour qu'ils aient un petit peu, en fait, pour être plus direct, ils ont peut-être déjà des habitudes de comment ils rechercheraient un lieu qui leur convient ou qui ne leur convient pas, encore une fois, dans la vie de tous les jours, et aussi bien encore une fois pour la fréquentation en art de la scène. On a également vu que l'accessibilité donc avait des définitions plurielles et on s'est rendu compte aussi qu'on revient à des niveaux de propriété, dans le sens que de l'accessibilité physique, par exemple, est-ce que c'est le bon endroit, par exemple, pour inclure par exemple, les notions d'éclairage. Par exemple, dans certains spectacles, il pourrait y avoir des effets stromboscopiques
qui peuvent mettre des personnes mal à l'aise. Donc là, on parlera plus d'accessibilité sensorielle. Et peut-être que là, on s'est rendu compte, justement, on n'a pas encore réussi à trancher. Est-ce que ce serait, par exemple, une propriété qui est plus propre à la représentation et ça devrait même être sous une notion plus d'avertissement, un petit peu. Par exemple, le son est très fort, des choses comme ça. Donc, on se rend compte que ces notions de physique, même ces notions de physique, est-ce que ça veut dire physique dans le sens accessibilité, mobilité, ou aussi physique au sens sensoriel? Des normes existent aussi, on a exploré ça donc, dans le W3C, je pense. Il y a une notion il y a une propriété qui s'appelle plus que qui est intitulée risque d'accessibilité. Donc, ces notions-là sont plus vues comme des risques qui handicapent l'accessibilité. Il y a peut-être encore une fois des typologies à reprendre. Enfin, pour le côté accessibilité socio-économique, en fait, ou plutôt on peut le voir aussi comme une forme d'action pour l'inclusion linguistique. Par exemple, si un spectacle est traduit en simultané dans une autre langue, ou cette conférence présentement, je pense qu'elle est disponible dans deux modalités, ou si par exemple dans un spectacle, il y a de la langue des signes qui est disponible là, dans une forme de surtitrage, sous-titrage simultané. Par exemple, on avait identifié qu'à priori, par exemple, ça pourrait être une nouvelle propriété qu'on crée dans le modèle qui serait des notions de langue d'appui. Et dans ce cas-là, donc, les langues seraient représentées donc, sur des codes ISO 639.1 qui existent. Mais on voit vraiment, juste pour illustrer ici, que même la notion d'accessibilité, c'est peut-être une combinaison de plusieurs propriétés, mais qui sont à agencer au bon endroit dans le modèle conceptuel. Et encore une fois, avec idéalement des typologies, des vocabulaires contrôlés qui existent ailleurs. L'idée n'étant pas de recréer quelque chose très spécifique, donc encore une fois à l'usage, mais qui ne parle pas à d'autres usages. L'autre projet, donc c'est en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Pour ceux qui étaient déjà l'année dernière, on avait aussi d'autres projets avec eux, mais je vous rassure, c'est un autre projet. C'est pas le même projet que je représente. L'idée, c'est un projet donc d'évaluation des efforts de découvrabilité. Le contexte, c'est que ce partenaire-là, il y a une notion de patrimoine documentaire, notamment parce qu'ils sont les récipiendaires du dépôt légal. Donc, il y a une notion vraiment donc, de mémoire patrimoniale, d'archivage, etc. Et à l'inverse, l'idée, c'est de ne pas juste être un récipient, mais également de les mettre en valeur, parce que justement, des fois et souvent en culture, il y a une notion de nouveauté. On oublie un petit peu ce qu'on appelle le contenu de fond, là, qui est un petit peu moins dans l'instantanéité, mais également de faire vraiment rayonner tous les contenus, la richesse donc patrimoniale à l'ensemble de la nation et entre guillemets aux citoyens. Donc l'idée vraiment, c'est finalement le lieu est un petit peu plus virtuel, c'est une localisation numérique des ressources. D'ailleurs, juste on peut distinguer deux types de ressources. Il y a des ressources qui sont à la base physique ou ont été numérisées par la suite, donc ils ont un double ou un jumeau numérique que l'on peut rendre plus accessible, notamment dans des régions éloignées ou si le contenu n'est pas disponible partout. Ou à l'inverse, il y a des contenus qu'on appelle nés numériques. Ils sont déjà, en fait, ils sont déjà plus sur une forme numérique. Il est peut-être plus facile de les travailler. Mais vraiment, ici, donc, les bénéfices recherchés, c'est qu'il y a des efforts faits justement sur les lieux numériques qui peuvent être donc des différents portails, encore une fois, que peut-être le citoyen euh, en fait ignore ou c'est parce qu'il ne sait pas qu'il ne connaît pas l'existence. Et l'idée, c'est qu'il y a énormément d'actions dans une progression d'efforts pour rendre ce lieu numérique là plus inclusif, mais de comprendre aussi quelle action est plus gagnante qu'une autre. Notamment, par exemple, c'est des actions de refonte du site Internet ou des plateformes, des portails, d'expérience utilisateur, parce qu'on travaille plus certains leviers de découvrabilité ou une certaine dimension. Par exemple, ça facilite la visibilité des contenus. Ça facilite la recommandation des contenus ou leur présence, etc. Par exemple, tous les contenus BNQ fait, les métadonnées sont accessibles bien sûr pour leur moteur en interne, mais également travailler pour qu'elles soient directement indexées par n'importe quel moteur de recherche externe. Et également, il y a d'autres travaux de mise en valeur avec le portail de données ouvertes, donc Données Québec. L'idée, c'est de multiplier un petit peu, encore une fois, les portes d'entrée pour une meilleure découvrabilité. Et l'autre objectif du projet, c'est vraiment justement de comprendre l'influence relative des 6 dimensions pour pouvoir, encore une fois, prioriser les efforts, parce que d'une certaine façon, c'est un petit peu une expérimentation constante.
sur des millions de contenus. Donc, il y a beaucoup d'intelligence à retirer de tout cela. Donc, on voit ici qu'un petit peu, si je reprends les différentes notions d'accessibilité, l'accessibilité numérique se confond avec l'accessibilité physique, puisque, entre guillemets, le lieu physique du contenu ou de consommation du contenu ou de modalité de consommation est lui-même numérique. Vraiment, donc, de ces projets-là, donc si je reviens un petit peu en arrière, donc on voit vraiment que l'idée, c'est de produire une information d'accessibilité, mais qui soit intelligible. Déjà pour et entre les humains eux-mêmes, c'est-à-dire que justement les différents sens qu'on peut donner à l'accessibilité, ou en général même à toutes les notions d'équité, de diversité, inclusion, sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une qui prévaut. L'idée, c'est un petit peu juste de s'assurer qu'on parle le même langage, à la fois pour gérer les attentes, pour être sûr d'une certaine façon qu'on atteint qu'entre les ambitions mentionnées et les actions entreprises, ce soit donc bien cohérent. Également une information intelligible pour et entre les machines, entre guillemets. Là. Donc, c'est de l'information qui est reprise, interprétée de manière un petit peu plus semi-automatisée, mais qu'on est peut-être bien encodé, qualifié, encore une fois, les propriétés au bon niveau, etc., et qu'on comprenne quelle propriété encode quelle information, pour pouvoir justement après l'utiliser, l'afficher, la faire valoir de la bonne façon. Et bien sûr, donc, produire une information qui est intelligible entre les humains et les machines, dans le sens que peut-être qu'on peut encoder l'information de manière plus universelle, mais la façon, entre guillemets, donc qu'elle soit intelligible, peut-être qu'on peut mettre, entre guillemets, des différentes étiquettes, attributs là, par-dessus. Comme je l'avais mentionné au début, donc pour la génération de données, un petit peu ce qu'on essaie de faire chez Synapse pour nos rapports, là, il y a des normes qui existent quand même, là, pour notamment tout ce qui est donc standard, l'accessibilité numérique. Je n'ai pas tant parlé dans nos travaux, mais également donc, les notions de comment la donnée, l'information est interprétée et affichée. Notamment, il y a les normes DAISY qui existent, c'est un acronyme. On le voit notamment beaucoup en culture dans le livre numérique. Donc, il y a un livre numérique, donc entre guillemets, écrit, c'est pour être fait afficher à l'écran. Mais pour, par exemple, des populations qui ont des déficiences visuelles, il y a des normes pour justement que les livres numériques soient des livres entre guillemets sonores, donc que le texte puisse être lu par en fait, des algorithmes et autres, là, mais d'une certaine façon. Il y a tout un tas de normes par rapport à ça. Et donc, c'est inclus après donc, dans des formats peut-être que vous connaissez de livres numériques. Là, le EPUB 2, EPUB 3, etc. Il y a donc également énormément de standards qui existent et tout n'est pas à réinventer. Encore une fois, donc, si, encore une fois, un spectacle, par exemple, présente donc, des qualités qui permettent d'inclure donc, d'accessibilité, entre guillemets, pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, on s'entend qu'on ne peut pas afficher ces informations-là sur ordinateur. Il faut qu'elles soient peut-être plus livrées de manière sonore pour que les personnes qui aient ces déficiences visuelles-là aient l'information que le spectacle, encore une fois, et donc des propriétés qui leur permettent donc qui les incluent en fait finalement. Je reviens toujours avec la petite observation en parallèle avec les données ouvertes. Donc, on voit vraiment que ici, donc, en fait, la culture est un petit peu toujours un milieu d'expérimentation. On n'a pas prétention à tout réinventer, mais au contraire, plus à réutiliser beaucoup de choses qui existent, qui peut-être n'avaient pas été créées dans ces objectifs-là. Je reprends mon exemple d'aménagement, de code du bâtiment, etc. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir s'aligner en fait avec les meilleures pratiques extérieures pour pouvoir les reprendre. Et on voit vraiment aussi tout l'enjeu donc, de représentation, donc d'avoir donc, des typologies, classifications qui soient simples, intelligibles, mais finalement assez profondes, nuancées et aussi évolutives. Le sujet donc, de l'équité, diversité, inclusion est en mouvance tout le temps. Même l'enquête statistique de Statistique Canada, il y a eu énormément de nouvelles. Par exemple, juste pour le genre, dans les enquêtes avant, c'était homme-femme. Maintenant, il y a bien plus donc, de possibilités. On voit vraiment, donc, il y a aussi une évolution d'une certaine façon avec la société. Enfin, donc, il y a aussi beaucoup de niveaux de représentation. Il faut que ce soit adéquat par rapport au phénomène qu'on veut représenter. Et également, donc, toujours avoir un souci que ce soit donc utilisable, encore une fois, aussi bien pour lier les données, donc qu'elles soient ouvertes, etc., mais également donc, que se rapplique à un certain moment, c'est un humain au bout qui va utiliser l'information.
Une petite réflexion donc sur les principes FAIR. Souvent, ils étaient un petit peu séquentiels là, pour que l'idée, c'est que l'information, la donnée soit facile à trouver. Il faut qu'elle soit facile à trouver pour pouvoir être accessible. Il faut qu'elle soit accessible pour pouvoir être interopérable. Et ces trois qualités lui confèrent un peu la propriété de pouvoir être réutilisable. Ici, finalement, on voit que c'est un petit peu renversé là. Nous, on est finalement dans les deux projets que j'ai mentionnés, où, vu le sujet, l'idée, c'est d'abord de viser l'interopérabilité entre les domaines, les phénomènes que l'on veut représenter, pour après, ensuite, par la suite, avoir l'accessibilité de la donnée, de l'information, et ce qui permet ensuite d'être facile à trouver. Si on a fait des bons niveaux, simplifiés, entre guillemets, à la source, ça permet vraiment donc de travailler en amont, toute cette qualité-là, ce qui permet d'être d'une facilité d'utilisation. Enfin, donc, un petit peu la même conclusion que l'année dernière. Donc, j'aime beaucoup la communauté des données ouvertes et de tous les autres domaines. L'idée, c'est un petit peu d'être transversal, polyvalent. Voilà, j'espère que que ce que j'aurais apporté aujourd'hui aura été d'intérêt pour vous. Entre guillemets, j'ai la chance d'être un des porte-parole pour le mieux de la culture, et on en apprend beaucoup des autres communautés. Puis donc, on espère vraiment avoir pu contribuer en retour, que ce soit en réflexion ou autre. Je vous remercie beaucoup de votre attention.